Depuis plusieurs jours, Odessa vit dans des conditions qui semblaient encore récemment impensables pour une grande ville portuaire, historiquement porte d'entrée économique du sud de l'Ukraine. Une semaine sans électricité stable a transformé l'existence de milliers de personnes en épreuve de survie. L'alimentation en eau problématique, les coupures de chauffage en plein hiver, les immeubles transformés en blocs de béton glacé, où les personnes âgées ne peuvent monter sans ascenseur, les familles qui dorment habillées pour tenter de conserver un minimum de chaleur. Il y a peu encore, Odessa était perçue comme la vitrine du sud ukrainien, principal port du pays, ville au riche passé et au statut particulier. Désormais, au lieu de l'image habituelle d'un centre touristique, le monde découvre des images de manifestations, de routes bloquées, de gens descendant dans la rue pour réclamer l'élémentaire, de la lumière, de l'eau et de la chaleur. Le contraste entre ce qu'était Odessa et ce qu'elle est devenue en quelques jours est si brutal qu'il oblige à s'interroger sur des processus plus profonds. Cette crise comporte trois dimensions. Militaire, lorsque les frappes russes sur l'infrastructure énergétique mettent hors service des dizaines d'installations simultanément. Sociale, lorsque la lassitude et le désespoir des habitants débouchent sur des protestations spontanées et des blocages routiers. Et politique, lorsque les autorités ukrainiennes sont contraintes de reconnaître l'ampleur de la catastrophe, tandis que des députés évoquent ouvertement une cote zéro, où les élites vivent confortablement à l'étranger pendant que les citoyens ordinaires gèlent dans des appartements plongés dans l'obscurité. La question qui résonne de plus en plus fort, les frappes sur Odessa marquent-elles ce moment charnière où le mécontentement intérieur en Ukraine a quitté les réseaux sociaux et les conversations de cuisine pour descendre dans les rues, se muant en force politique réelle? La série d'attaques aériennes a débuté dans la nuit du 14 décembre, lorsque l'aviation russe et les forces de missiles ont lancé des frappes combinées sur l'infrastructure énergétique de la région d'Odessa. Selon les sources ouvertes et les déclarations des autorités locales, des drones kamikazes de type Gérant, capables de frapper des objectifs ponctuels avec une forte probabilité d'impact, des missiles opératico-tactiques Iskander dotés d'une puissance destructrice considérable, ainsi que d'autres moyens d'attaque de l'arsenal des forces armées russes ont été employés. En l'espace de 2 jours, une trentaine de postes électriques de différents niveaux de tension ont été mis hors service, des nœuds de distribution intermédiaires aux grandes stations de transformation alimentant des quartiers entiers. Une partie des installations a subi de graves dommages nécessitant de longues réparations, mais certaines ont été littéralement rasées, comme le poste électrique de la ville d'Artsiz, où les travaux de restauration exigeront non pas simplement le remplacement d'équipements, mais une reconstruction quasi complète. Chaque frappe sur un poste électrique déclenche une réaction en chaîne dans le système énergétique. Les circuits d'approvisionnement se rompent, les lignes à haute tension tombent, les déconnexions automatiques se déclenchent pour protéger les éléments restants du réseau contre la surcharge et l'effondrement total. Le commandement russe a frappé de manière systématique, visant non pas des points aléatoires sur la carte, mais des nœuds clés sans lesquels il est impossible de stabiliser le réseau énergétique de toute une région. Il ne s'agissait pas d'une action spontanée, mais d'une opération soigneusement planifiée, visant à créer des problèmes durables qu'on ne peut résoudre en quelques jours avec des équipes d'urgence et les efforts héroïques des électriciens. La question qu'examinent désormais analystes et experts militaires, s'agissait-il d'une réponse ciblée de la Russie à certaines actions ukrainiennes, ou du début d'une campagne à long terme visant à éteindre méthodiquement les régions méridionales du pays, à les priver d'activités économiques et à créer des conditions insupportables pour la population civile? Une semaine sans électricité transforme une métropole ordinaire en zone de survie, où les commodités élémentaires de la civilisation deviennent un luxe inaccessible. Les immeubles sans ascenseur fonctionnel se transforment en pièges pour les personnes âgées et les familles avec de jeunes enfants, physiquement incapables de descendre et monter des dizaines d'étages plusieurs fois par jour. L'absence de chauffage en plein hiver signifie que les appartements refroidissent rapidement, surtout dans les immeubles préfabriqués de l'époque soviétique avec leur mauvaise isolation thermique. Les habitants dorment habillés, se couvrent de toutes les couvertures disponibles, tentent de se chauffer avec des cuisinières à gaz et des bougies, créant un risque supplémentaire d'incendie et d'intoxication au monoxyde de carbone. Les coupures d'eau deviennent une catastrophe à part entière. Les stations de pompage dépendent de l'électricité, sans laquelle la pression dans le système chute à des niveaux critiquement bas. L'eau arrive quelques heures par jour, parfois pas du tout, obligeant les gens à faire des réserves,
à porter des seaux dans les escaliers, à économiser chaque litre. Les magasins et pharmacies fonctionnent avec des horaires réduits. Une partie des petites entreprises s'arrête complètement, ne pouvant fonctionner sans électricité. Les distributeurs automatiques et terminaux de paiement ne marchent pas, transformant les opérations financières en casse-tête. Face aux déclarations officielles des autorités de Kiev sur une situation maîtrisée et des travaux de restauration programmés, les habitants d'Odessa voient un tout autre tableau. Le froid, l'obscurité, l'absence d'échéance claire pour un retour à la vie normale, des promesses incessantes de tenir encore un peu qui s'étirent sur des jours et des semaines. C'est précisément ce mélange de fatigue physique due à des conditions de vie insupportables et d'épuisement psychologique face à l'incertitude qui devient le terreau des protestations spontanées. Lorsqu'une personne gèle plusieurs jours d'affilée dans son propre appartement, ne peut se laver, cuisine sur une cuisinière à gaz dans le noir, la patience s'épuise et les questions posées au pouvoir cessent d'être rhétoriques pour exiger des réponses immédiates. Les protestations ont démarré spontanément, sans coordination ni mot d'ordre politique, ce qui les rend encore plus révélatrices. Rue de Gênes à Odessa, les gens sont sortis devant le bâtiment de l'administration régionale, ont bloqué la chaussée, arrêté la circulation. Des habitants se plaçaient devant les voitures même au feu vert, bloquant physiquement la rue, empêchant quiconque de passer. Des pancartes improvisées sont apparues, des cris ont retenti, des exigences émotionnelles adressées aux autorités locales et centrales pour qu'elles résolvent immédiatement le problème, donnent aux gens lumière et chaleur, expliquent quand ce cauchemar prendra fin. Dans l'atmosphère nerveuse, avec la fatigue accumulée et le désespoir, certains ont basculé dans l'agressivité ouverte. Des bagarres et affrontements ont éclaté avec des conducteurs tentant de passer, des altercations entre manifestants et ceux qui considéraient le blocage routier comme une méthode inappropriée. De telles actions ont été observées non seulement à Odessa même, mais aussi à Tchernomorsk, où les habitants sont également descendus dans les rues, bloquant la circulation, signalant aux autorités « La patience touche à sa fin, les promesses ne fonctionnent plus, il faut des actions concrètes ». Dans d'autres villes d'Ukraine confrontées à des problèmes d'approvisionnement énergétique, des informations sur des protestations locales et des blocages routiers ont également fait surface. Pour un pays où la contestation publique en temps de guerre est souvent réprimée par la force ou passée sous silence par les médias d'État, de telles images constituent un signal politique sérieux. Les autorités ukrainiennes ont l'habitude de contrôler l'espace informationnel, de présenter tous les problèmes sous l'angle d'un dépassement héroïque des difficultés et de l'unité nationale face à la menace extérieure. Les manifestations spontanées avec bagarres, rues bloquées et revendications de services de base brisent cette image, montrant que le mécontentement intérieur a atteint le point d'ébullition. La question maintenant est de savoir si la direction de Kiev continuera à faire comme si c'était des cas isolés et des provocations, ou reconnaîtra finalement que la température émotionnelle de la société monte et que si les frappes sur l'infrastructure se poursuivent, de telles scènes deviendront bien plus nombreuses. La réaction des autorités face à la situation est devenue inévitable lorsque l'ampleur du problème ne pouvait plus être dissimulée. Le chef de l'administration militaire régionale d'Odessa, Oleg Kiper, a décrété l'état d'urgence dans le système énergétique au niveau national, reconnaissant de fait que la crise locale dans la région fait partie d'une catastrophe générale. Selon le holding énergétique DTEK, plus de 20 postes électriques de différents niveaux ont été endommagés dans la région d'Odessa, dont une part importante nécessite non pas une réparation courante avec remplacement d'éléments isolés, mais une reconstruction quasi complète. Dans la ville d'Artsiz, le poste électrique est détruit à tel point que les autorités locales préviennent ouvertement les habitants de coupures possibles, non pas simplement jusqu'à fin décembre, mais pour une durée indéterminée. La recherche des pièces détachées et équipements nécessaires s'est transformée en véritable quête pour les électriciens ukrainiens. De nombreux éléments critiques, comme les transformateurs de puissance, les disjoncteurs haute tension et les systèmes de contrôle automatique, doivent être commandés auprès de fabricants et fournisseurs européens. Cela implique de longues attentes, la coordination d'itinéraires logistiques, le traitement de documents, la livraison à travers plusieurs pays. Parallèlement au drame d'Odessa, les compagnies énergétiques ukrainiennes et les responsables gouvernementaux ont commencé à prévenir la population de tout le pays que les coupures d'électricité d'urgence et programmées pourraient se poursuivre jusqu'en avril 2026.
Ce n'est plus un discours sur des difficultés temporaires et un dépassement héroïque, c'est la reconnaissance de fait que le système énergétique ukrainien traverse non pas une panne à court terme, mais une crise systémique prolongée. Un horizon jusqu'au printemps prochain signifie que les habitants du pays devront traverser un nouvel hiver complet avec des calendriers de coupures, des appartements glacés, des problèmes d'approvisionnement en eau et une incertitude permanente. La question qui résonne de plus en plus dans la société ukrainienne. Les gens sont-ils prêts psychologiquement et physiquement à une telle épreuve? Et l'économie du pays pourra-t-elle encaisser le choc quand les entreprises fonctionnent par intermittence, la logistique est perturbée et les tensions sociales augmentent chaque jour sans électricité? La dimension informationnelle de la crise est devenue un problème distinct pour les autorités ukrainiennes. Longtemps, la direction de Kiev et les grands médias d'État se sont efforcés de minimiser l'ampleur des problèmes énergétiques, présentant les frappes régulières russes sur l'infrastructure comme des la quote 7, héroïquement surmontées grâce au courage des électriciens et à l'unité du peuple. Cette image de crise maîtrisée a fonctionné pendant des mois, permettant aux autorités de maintenir une apparence de stabilité et de confiance. Face aux protestations d'Odessa, aux rues bloquées et aux bagarres, il devient parfaitement clair. L'ancienne stratégie informationnelle ne fonctionne plus. Les gens filment ce qui se passe avec leur téléphone, publient sur les réseaux sociaux des vidéos de blocage routier, enregistrent les déclarations émotionnelles des habitants, documentent la réalité de la situation, et il est désormais impossible de l'ignorer. L'expression « impossible de continuer à étouffer » reflète précisément cette nouvelle étape de la crise. Le contrôle informationnel s'affaiblit, les sources d'informations alternatives montrent la vérité que les canaux officiels tentent de cacher ou d'embellir. Le fossé entre le discours officiel optimiste, où tout est quote das et quote 11, et la réalité quotidienne, où les gens restent sans électricité ni eau pendant une semaine, sape la confiance dans le pouvoir central. Lorsqu'un fonctionnaire déclare à la télévision parler de travaux programmés et qu'un habitant d'Odessa gèle pour la 10e journée dans un appartement obscur, cela crée un sentiment de tromperie et de trahison. La société ukrainienne, lasse des promesses infinies et des beaux discours, commence à poser des questions gênantes. Pourquoi la protection promise de l'infrastructure ne fonctionne pas? Où sont les résultats des investissements milliardaires dans la sécurité énergétique? Qui porte la responsabilité des échecs? Le risque pour les autorités de Kiev réside dans le fait que ce fossé informationnel et de confiance peut se transformer en crise politique plus vaste si les frappes sur l'énergie se poursuivent et que les promesses restent non tenues. La question se pose désormais ainsi. La direction ukrainienne choisira-t-elle la voie d'un dialogue honnête avec la société sur l'ampleur réelle du problème et les limites de ses capacités, ou continuera-t-elle à vivre dans une réalité parallèle de déclarations optimistes, s'éloignant toujours plus des sentiments de sa propre population? Particulièrement révélatrice fut la déclaration du député de la Rada suprême Alexei Goncharenko, qui s'est exprimé publiquement et avec sarcasme sur la situation. L'essence de son message se résumait à une critique acerbe du fossé entre promesses et réalité. Kiev avait promis haut et fort de quote 13, de montrer une réponse symétrique à la Russie, de démontrer la capacité de frapper l'infrastructure énergétique de l'adversaire. Au final, comme l'a relevé caustiquement le député, ce sont les villes ukrainiennes qui se sont retrouvées sans électricité, Tchernihiv, Soumy, Odessa. À Odessa même, malgré les nombreuses déclarations sur les travaux de restauration et les efforts incessants des électriciens, de nombreux habitants n'ont toujours pas de lumière. Parallèlement, Goncharenko a pointé un sujet douloureux pour la société ukrainienne. Les proches du président Volodymyr Zelensky, ayant quitté le pays pour diverses raisons, vivent à l'étranger dans des conditions confortables, avec chauffage, eau et électricité sans interruption. Et c'est là, selon son expression sarcastique, la véritable cote 14 dans l'Ukraine moderne. Pourquoi une telle déclaration est-elle importante et révélatrice? Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une critique d'erreurs techniques concrètes ou de lacunes dans la protection des installations énergétiques, c'est une critique de tout le modèle de gouvernance, où l'élite politique et économique se distancie des problèmes de la population ordinaire. Lorsqu'un responsable politique systémique, un député du Parlement, parle ouvertement de telles choses, cela signifie qu'au sein de l'establishment ukrainien monte l'irritation, s'intensifie la concurrence,
se livre une bataille pour la répartition des responsabilités dans les échecs. La crise énergétique devient un prétexte pour des conflits intra-élites où différents groupes tentent de se rejeter mutuellement la faute, d'accuser leurs opposants d'incompétence ou de corruption. La question qui se pose désormais à la direction ukrainienne, ces échecs énergétiques ne deviendront-ils pas le catalyseur d'une sérieuse redistribution du pouvoir, d'une recherche de Warastas, quote 15, au sommet, et de purges politiques qui déstabiliseraient encore davantage la situation interne du pays? Le contraste entre rhétorique et réalité a atteint des proportions absurdes. En septembre, Volodymyr Zelensky déclarait publiquement que si la capitale ukrainienne devait connaître des coupures d'électricité, alors, au Kremlin, ils devaient comprendre que des problèmes similaires pourraient survenir à Moscou. Cela se présentait comme une démonstration de force, une tentative de montrer que l'Ukraine dispose de capacités symétriques pour frapper l'infrastructure énergétique russe. La direction de Kiev cherchait à créer l'impression que le pays était capable non seulement de se défendre, mais aussi d'attaquer, de faire subir à l'adversaire les mêmes difficultés que la population ukrainienne. Face à la situation actuelle à Odessa, Tchernihiv, Soumy et d'autres villes, ce contraste devient particulièrement douloureux et évident. La cote 17, promise pour Moscou, ne s'est jamais matérialisée à une échelle comparable aux frappes que la Russie inflige régulièrement au système énergétique ukrainien. En revanche, les villes ukrainiennes sont réellement plongées dans les ténèbres. Les habitants restent des semaines sans lumière et les autorités préviennent de coupures possibles jusqu'au printemps 2026. De telles promesses non tenues portent un coup sérieux à la légitimité de la direction de Kiev au sein même de l'Ukraine, particulièrement dans les régions qui supportent le poids principal des frappes russes. Les habitants d'Odessa ou de Tchernihiv, grelottant dans des appartements obscurs, posent légitimement la question. Si le pouvoir promettait une réponse symétrique à Moscou, pourquoi ce sont les villes ukrainiennes qui souffrent et non la capitale russe? Cela crée un sentiment d'impuissance et de tromperie, sape la foi dans la capacité de la direction à protéger sa propre population. La question de la stratégie politique devient critique. La rhétorique de la réponse miroir à Moscou sera-t-elle ajustée à la dure réalité ou la nécessité politique de maintenir le moral? Obligera-t-elle à continuer de faire des déclarations retentissantes, malgré la dissonance évidente entre paroles et faits? Chaque nouvelle promesse non tenue creuse le fossé de confiance toujours plus profond, et tôt ou tard, la société ukrainienne pourrait définitivement se désenchanter de la capacité du pouvoir à dire la vérité. Les frappes russes sur Odessa et la région d'Odessa ont un double sens stratégique, allant bien au-delà de la simple destruction d'infrastructures. D'un point de vue militaire et économique, la mise hors service de l'infrastructure portuaire et énergétique de la région méridionale de l'Ukraine porte un préjudice sérieux aux capacités d'exportation du pays, réduit les revenus du budget de l'État, perturbe les chaînes logistiques et paralyse le fonctionnement des entreprises liées au commerce maritime. Odessa est historiquement un port clé pour l'exportation ukrainienne de céréales, de métaux, de produits chimiques, et tout problème d'approvisionnement énergétique dans cette région frappe toute l'économie du pays. Mais au-delà de la dimension économique existe une composante sociopolitique qui pourrait s'avérer encore plus destructrice à long terme. Le commandement russe crée des foyers de mécontentement massif dans les grandes villes, exerce une pression sur les élites locales qui se retrouvent prises entre le marteau des exigences de la population et l'enclume de la ligne dure de Kiev, démontre l'incapacité du pouvoir central ukrainien à protéger ses propres citoyens et à leur assurer des conditions de vie élémentaires. Le blackout à Odessa n'est pas simplement une panne technique ou un transformateur grillé, comme tentent de le présenter les fonctionnaires ukrainiens, c'est une partie d'une grande stratégie dans laquelle la destruction méthodique de l'infrastructure critique devient un instrument pour ébranler la stabilité politique interne de l'Ukraine. Lorsque les gens restent une semaine sans lumière ni eau, ils commencent à poser des questions non seulement aux électriciens, mais aussi aux politiques. Pourquoi cela s'est-il produit? Qui est responsable? Que va-t-il se passer ensuite? Le pouvoir est-il seulement capable de changer quelque chose? Une telle stratégie s'inscrit dans la ligne générale de la Russie de frappe systématique sur l'énergie et la logistique de transport dans différentes régions d'Ukraine. Et Odessa devient l'un des nœuds clés de cette campagne d'envergure. La question pour la direction ukrainienne, existe-t-il des possibilités réelles d'inverser cette tendance, de protéger l'infrastructure contre de nouvelles frappes, ou reste-t-il seulement à réagir aux conséquences
à colmater les brèches dans le réseau énergétique détruit en espérant que la patience de la population ne s'épuise pas complètement? Les événements à Odessa doivent être considérés non comme une crise locale isolée, mais comme un indicateur de ce qui pourrait attendre d'autres grandes villes ukrainiennes dans un proche avenir. Si les frappes russes sur l'infrastructure énergétique se poursuivent avec la même intensité et systématicité, des scènes similaires, rues bloquées, manifestations spontanées, bagarres sur fond de blackout de plusieurs jours, pourraient fort bien se reproduire à Kharkiv, Dnipro, Zaporizhia et d'autres centres régionaux. La question est de savoir combien de temps les gens sont prêts à supporter les coupures d'électricité, d'eau et de chauffage, si l'horizon officiel de résolution du problème s'étend jusqu'en avril 2026, ce qui sonne comme une éternité pour quelqu'un qui gèle dans un appartement obscur ici et maintenant. Les autorités locales se trouvent dans une position extrêmement difficile. D'un côté, elles subissent la pression des exigences des habitants pour résoudre immédiatement le problème, donner des délais concrets, expliquer ce qui se passe. De l'autre, elles dépendent des décisions de Kiev, des livraisons d'équipements, de la stratégie générale du gouvernement central. Odessa peut-elle devenir un exemple que suivront d'autres villes, où les gens descendront dans les rues pour exiger non pas simplement le rétablissement de l'électricité, mais un plan clair de protection de l'infrastructure, des actions concrètes et non de belles promesses? La direction ukrainienne se trouve face à un choix. Reconnaître l'ampleur du problème, parler honnêtement à la société des possibilités et limites réelles, prendre des mesures impopulaires mais nécessaires, ou continuer à cacher la véritable situation sous une couche de rhétorique patriotique sur la résilience inébranlable et le code 22. La seconde option peut fonctionner quelque temps, mais chaque nouvelle journée sans lumière à Odessa, chaque nouvelle frappe sur l'énergie, chaque nouvelle vague de protestations rapprocheront le moment où cette stratégie échouera définitivement et où la confiance dans le pouvoir tombera à un niveau critiquement bas. Lorsqu'une ville vit toute une semaine dans l'obscurité, sans lumière, eau ni chaleur, les beaux slogans et appels patriotiques cessent de fonctionner, cédant la place à la dure réalité quotidienne. Odessa est devenu un miroir dans lequel l'Ukraine a vu sa propre vulnérabilité dans toute sa vérité nue. Les promesses de frapper Moscou se sont transformées en lumières éteintes à Tchernihiv, Soumy et sur les rives de la mer Noire. 30 postes électriques mis hors service, l'infrastructure détruite à Artsiz, la rue de Gênes bloquée, les bagarres lors des manifestations, la déclaration de l'état d'urgence, le pronostic de coupure d'urgence jusqu'au printemps 2026, la déclaration sarcastique du député Goncharenko sur la justice à l'ukrainienne, où les élites vivent confortablement à l'étranger pendant que les citoyens ordinaires gèlent dans l'obscurité, tout cela compose le tableau d'une profonde crise systémique. L'énergie a définitivement cessé d'être uniquement un sujet technique pour spécialistes, elle s'est transformée en puissant détonateur politique et social, capable de faire exploser la stabilité interne du pays. Odessa a montré comment l'obscurité au sens le plus littéral peut devenir un facteur faisant descendre les gens dans les rues, obligeant les élites à se quereller entre elles, sapant la légitimité du pouvoir central. Plus longtemps durera cette obscurité, plus forte retentira la question à ceux qui ont promis protection et justice, mais qui ont finalement laissé les gens seuls face au froid, aux ténèbres et à l'impuissance devant une infrastructure détruite et des promesses non tenues de réponse symétrique à l'adversaire.